fais des présentations sur le changement climatique, sur la question juridique et déplacée. J'explique aux gens ce qui se passe, quel est le problème qui existe actuellement sur cette question. En fait, il y a un vide juridique sur les déplacés. On parle de réfugiés climatiques, mais ce n'est pas le cas. Et de nombreuses personnes, de millions de personnes chaque année, plus de 30 millions par an, de personnes sont obligées de se déplacer de leur territoire où ils habitent à cause de catastrophes environnementales ou d'événements graves qui arrivent, de sécheresse, de manque d'eau, ils ne peuvent plus nourrir leurs animaux, ils ne peuvent plus vivre tout simplement. Et il n'y a aucune loi, aucun texte, rien qui protège ces personnes. Et je travaille sur ça. Je ne suis pas toute seule à travailler sur ça. On fait des propositions. Et c'est un vide juridique qui est absolument urgent de combler parce que c'est vraiment une crise humanitaire qui est présente, qui est maintenant. Et ce n'est pas quelque chose dans le futur, ce n'est pas dans 10, 20, 30 ans, c'est vraiment immédiat. Et si on ne lutte pas contre ça, le changement climatique, alors moi je ne travaille pas sur le côté scientifique, technique, les raisons, le pourquoi, tout ça. Moi je travaille sur les conséquences humaines, c'est-à-dire les déplacés, le changement climatique qui aggrave les risques de guerre. Une étude a été faite en 2019 qui démontre, des chercheurs de Stanford, que si on arrive à 2 degrés d'augmentation de changement climatique, ça entraînera 13% de conflits armés en plus d'augmentation et 4 degrés en plus, on est à 26% de conflits de guerre qui vont augmenter. Et déjà actuellement, on est à 10% de risques de guerre qui sont aggravés. Dans des zones vraiment, tout le subsaharien, l'Afrique subsaharienne, le Sahel, la Syrie, le Darfour, le Mali, puis la question aussi en Asie, Bangladesh, les risques entre la Chine et l'Inde. Donc toutes ces questions qui sont liées au changement climatique. Ce n'est pas la seule cause, mais en fait le changement climatique, ça aggrave la mortalité. Il y a un enfant, une personne qui meurt toutes les 4 secondes de faim, et le changement climatique, ça aggrave ces risques. Et c'est pour ça que je travaille sur les conséquences du droit, les conséquences juridiques, les solutions financières à mettre en place aussi. Parce que tout ça, c'est essentiel à la lutte et à l'adaptation du changement climatique. Pour résoudre la question des déplacés environnementaux, déjà, les déplacés environnementaux ne sont pas des réfugiés parce qu'on parle de réfugiés dans les médias, réfugiés climatiques. Le terme réfugié ne s'applique qu'aux personnes qui demandent la protection et le droit d'asile selon la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire qu'on peut demander l'asile, devenir un réfugié, si on est persécuté pour ses origines, ses croyances religieuses, ses croyances politiques, l'appartenance à un groupe ethnique. Donc c'est vraiment des questions bien précises. La persécution par rapport à l'environnement ou une catastrophe environnementale, ça n'est pas dans cette convention. Donc on ne peut pas parler de réfugiés climatiques. Et ce ne sont pas des migrants non plus, parce que la question des migrants, les déplacés, pour plus de 80% des déplacés, ils se déplacent à l'intérieur de leur territoire. Il n'y a pas de franchissement de frontières. Donc on reste sur son propre pays. Et c'est une question qui est essentielle. Les migrants, ils se déplacent, mais il y a plusieurs questions. Il y a les questions économiques, alors que les déplacés environnementaux, il y a le problème environnemental. Il peut y avoir aussi des conséquences économiques. C'est qu'en fait, par exemple, si vous êtes un agriculteur, que vous ne pouvez plus nourrir vos bêtes, vous n'avez plus de source de revenus, vous êtes obligé de vous déplacer. Et puis il y a des catastrophes environnementales qui arrivent d'un coup, comme ce qui s'est passé à Haïti en 2010, un tremblement de terre d'une force quasi nucléaire. Haïti est frontalier avec la République dominicaine. Donc logiquement, tout de suite, ils vont en République dominicaine. Le problème, c'est qu'un État est souverain et décide librement et souverainement qui peut rentrer dans ses frontières, qui peut passer la frontière. La République dominicaine, elle a dit « Je ne laisse rentrer dans mon pays que les blessés et ceux qui ont un titre valide pour traverser la frontière. » Et c'est cette question qui me pose problème, parce qu'un titre valide, ça veut dire un passeport avec un visa. Un Haïtien peut aller librement dans 40 pays sans demander de visa. La République dominicaine n'en fait pas partie. Et puis il y a une autre question, c'est qu'un visa, un passeport, c'est un objet de luxe. Tout le monde n'a pas un passeport. Tout le monde ne peut pas faire la demande d'un passeport. Le Brésil a accueilli les Haïtiens en mettant en place ce qu'on appelle un visa humanitaire. Ils ont utilisé leur constitution. Dans la constitution du Brésil, il y a 2 articles qui disent que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et chacun a le droit à la dignité.
Et donc, ils ont pu accueillir ainsi les Haïtiens. Et la question, c'est qu'on devrait avoir un outil international du même type que la Convention des réfugiés. Et au CIDCE, ils ont rédigé justement une convention des déplacés environnementaux qui reprend tout ce qu'il faut pour protéger les personnes en cas de risque de guerre, de catastrophe environnementale, pour permettre à ces personnes de se déplacer, d'être protégées, de demander un asile et d'avoir toutes les sécurités qui se mettent en place. Alors Kermit, c'est donc la mascotte de la fête de la science, il m'a accompagnée partout. J'explique ce qu'est le changement climatique très très simplement. Je raconte une histoire sur une grenouille, une expérience scientifique pour expliquer comment on ressent le changement climatique et pourquoi c'est difficile d'agir. Et en fait, cette expérience, elle raconte que des scientifiques ont pris une grenouille, ils l'ont plongée dans l'eau bouillante et tout de suite, elle a eu le réflexe de sortir, comme quand on se brûle. Par contre, ils ont repris une grenouille et puis ils l'ont mis tout doucement dans de l'eau froide. Et l'eau froide, ils l'ont fait bouillir tout doucement, elle a porté à ébullition, la grenouille, alors, on la voit, alors j'ai des petites photos, on voit la grenouille qui est en train de changer, de s'endormir, de s'affaisser, et puis tout d'un coup, elle est presque en train de mourir, et puis il y a une main qui la prend. Et je dis, voilà, et ben cette main, je dis aux enfants, c'est vous, c'est nous, c'est toute la possibilité qu'on a d'agir sur le climat, pour lutter contre le changement climatique, et que toutes les petites actions, même pour des enfants, ben, ils peuvent agir. Les conférences, ce sont des lieux de négociation. Il y en a plusieurs. Il y a des COP sur le climat, il y a des COP sur la biodiversité, sur les océans. Si on parle des COP sur le climat, la COP, on va avancer sur un sujet, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on va mettre des grands principes, on va travailler sur une question, la question est déplacée, est toujours passée de côté. La finance, qui est extrêmement importante aussi, on ne parle pas trop. En 1972, lors du premier sommet de la Terre à Stockholm, la première ministre Indira Gandhi, elle avait dit... parce qu'on leur disait qu'il fallait commencer à arrêter de polluer. Et elle disait, mais nous, on rêve de polluer. Parce que polluer, c'est aussi se développer. Donc, ça veut dire changer les modes de développement. Ça veut dire aussi que les pays développés doivent transmettre ce qu'ils ont appris et développé pendant des années et faire bénéficier les pays en voie de développement sans que cela leur coûte. Donc c'est pour ça que le financement est extrêmement important. Et il y a des solutions qui existent dans les pays en voie de développement. Et puis si je prends par exemple le Bangladesh, au Bangladesh, ils sont très très concernés par la question du changement climatique parce que c'est un pays qui est vraiment les cyclones, la sécheresse, la pollution, ils y sont dedans tout le temps. Il y avait une ONG italienne qui travaillait donc pour aider les fermiers en Afrique à développer, à faire de l'agriculture selon les principes du développement durable. Donc le développement durable, c'est 3 principes. C'est on concilie l'environnement, l'économie et le social. Donc cette ONG italienne est partie en Zambie et en Zambie elle a découvert que le climat était vraiment propice comme en Italie pour faire pousser de très belles tomates et de très belles courgettes. Ils sont arrivés et ils ont dit ici on a tout ce qu'il faut pour faire de super beaux légumes. Et ils ont planté des tomates et des courgettes. Et ils ont eu des légumes magnifiques. Enfin, la tomate est un fruit, donc tout était super beau. Et au moment de la récolte, vous avez des tomates comme ça, des courgettes énormes. Les hippopotames sont arrivés, ils ont tout mangé, ils ont tout ravagé. Et donc, les personnes de l'ONG étaient « Pourquoi vous nous avez rien dit ?» Et les agriculteurs leur ont dit « Mais vous nous avez rien demandé. » Et en fait, c'est ça. La culture, c'est on ne peut pas arriver avec nous, on est... Puis en voie de développement, c'est tout, mieux que les autres. On a tout vu, on est super bien instruits. On ne pose pas la question. On pense aussi que les autres sont moins instruits ou moins éduqués ou que nous, on va apporter des réponses. Mais le problème de la négociation, c'est que de la culture, alors j'ai vécu en Asie plusieurs années, ils ne savent pas dire non. Si vous posez une question, s'ils ne connaissent pas la réponse ou s'ils n'ont pas compris, ils vont vous dire oui. Et en fait, ils n'ont rien compris. Et moi, j'ai eu, pendant des années, j'ai eu à faire face à ça. Il y a aussi des différences de travail. On prend par exemple, au Japon, on parle de nemawashi. En France et en Europe, souvent, on parle du général. On a une grande vision, voilà, on va faire ça, les grandes lignes et tout. Et en Asie, au Japon, on parle du tout petit. On fait des mosaïques, on va chercher tous les détails pour ensuite aller vers le plus grand. Et nous, on a une vision très très large. On ne va pas voir le petit,
Eux, ils ont une vision toute petite et ils vont aller vers le plus grand. Et en fait, il faudrait les deux. Il faut arriver à combiner dans les différences culturelles ce qu'il y a de bien dans chaque chose. Quand vous avez des sociétés qui sont culturellement construites avec un socle très très fort, comme en Asie ou en Afrique, où la culture a une place essentielle, c'est ce qu'on appelle une culture forte. Nous, ici en France, la culture, elle n'a pas d'impact dans la négociation ou dans les affaires. Dans les affaires, c'est comme s'il y avait une porte avec la culture. Dans d'autres pays, non. On va tenir compte des couleurs, on va tenir compte des chiffres. Et ça, il faut qu'on le retrouve dans les négociations. Il faut se dire, tiens, mais eux, ils veulent ça parce que ça a un sens. Ce mot-là a un sens. Le nôtre, si on parle, nous, de développement durable, en anglais, c'est sustainable development. C'est soutenable. Ça n'a pas le même sens. Et chaque mot a un sens différent. Quand je dis toujours, imaginez 180 personnes autour d'une table, d'états différents, pour essayer de trouver un point commun sur le climat ou l'environnement, c'est pas mission impossible, mais le consensus à faire, l'effort à faire, et c'est au nom de la dignité humaine. Si les gouvernants font un effort pour comprendre peut-être la société présente, la société actuelle, qu'ils écoutent la société actuelle.